Bienvenue. Bienvenue en ces territoires inexplorés, où la peur fait partie du quotidien, où les ombres attendent votre trépas, où la mort est votre compagnon de voyage, où la vie n'est qu'une notion abstraite, où l'irréel se mélange avec le réel. Oubliez tout ce que vous savez sur le concevable et le perceptible, tel qu'on vous l'a appris. Seul compte ici la force de votre esprit, face à l'innommable et l'indescriptible dans toute sa force. Vous qui entrez ici pour entendre des récits au-delà de votre imagination, vous allez découvrir un autre sens du mot angoisse. Alors, sans plus attendre, prenez votre ticket pour la terreur et voyageons ensemble aux confins de ces histoires de l'autre monde. L'appel du sang. S'il existe bien une chose qui effraie l'être humain plus que toute autre chose, c'est bien le changement, quelle que soit sa forme. Il y a le changement physique, le vieillissement du visage, qui cause la peur d'être perçu autrement et montre à soi, plus encore qu'aux autres, que l'on a dépassé la ligne nous rapprochant de la mort. Une étape qui est le point de départ de questions sur le temps passé et la pertinence de ses choix, qu'ils soient passés ou futurs. Autre forme de changement physique, celui dû à un accident, causant des malformations irrémédiables du corps, modifiant le regard des autres, indiquant la vraie valeur de ses proches, ses amis, où toute connaissance ne voit qu'intérêt qu'au culte du corps et la célébrité causée par l'apparence. Il y a ensuite le changement moral, la perte de ses convictions les plus profondes, capable de faire basculer vers des extrémités au-delà de tout entendement humain, pouvant faire changer un agneau en loup, par le biais d'un choc visuel, la perte d'un être cher, ou même un endoctrinement par des personnes dénuées de tout sens éthique, et profitant de ce moment de faiblesse. Il y a enfin la métamorphose complète, à la fois physique et mentale, faisant basculer un être humain, aussi bien par son comportement et ses actions, que par ses pensées, à un état proche de l'animal, n'obéissant qu'à des instincts primaires, incontrôlés et bestiaux, sans pouvoir se l'expliquer. Un état de transe où toutes les connaissances acquises lors de sa vie actuelle ou antérieure deviennent des poussières effacées d'un seul coup. Il suffit parfois de peu de choses pour passer de l'état d'humain à celui de créature capable du pire, sans le moindre état d'âme. En tout cas, pas dans l'immédiat. Un simple flacon d'un produit a priori inoffensif et attirant peut suffire pour transformer de manière radicale une personne attisant la sympathie de ses proches. L'histoire a déjà prouvé maintes fois que parmi les 7 péchés capitaux, l'envie est celle qui provoque régulièrement les conflits les plus irrémédiables. C'est cette même envie qui va faire plonger Kazé dans un autre monde que celui qu'il avait toujours connu, par la simple visite à un de ses amis, scientifique renommé, au sein de son laboratoire de recherche, peu avant le soir d'Halloween. Le destin peut parfois être bien facétieux de choisir ce jour précis, où tous les monstres de toutes sortes farandolent dans les rues, dans un pur esprit de fête familiale par excellence. Mais ceux-là ne sont qu'un amalgame de maquillage, costumes et autres subterfuges factices. Pour Kazé, c'est à une autre espèce de monstre qu'il va devoir faire face, lui-même. En fin d'après-midi du 31 octobre donc, Kazé se rend sur le lieu de travail de son ami, Philippe, histoire de prendre de ses nouvelles. Ce dernier étant plus à l'aise au milieu de ses éprouvettes, machines d'analyse et autres joyeusetés dignes d'un geek que parmi les autres éléments de son espèce. Limite asocial, ne supportant pas qu'on vienne le déranger pendant ses recherches, et ça comprenait surtout ses collègues. Mais Kazé, allez savoir pourquoi, était une exception, et était même le seul à pouvoir parfois parvenir à lui décrocher un rictus de sourire, par ses blagues stupides mais efficaces. Halloween oblige, la plupart des collègues de Philippe étaient déjà rentrés chez eux, affairés à préparer la fête à venir. Du coup, Kazé n'eut même pas à justifier de sa présence, si ce n'est le garde-faction à l'entrée. Mais celui-ci avait l'habitude des visites de Kazé, et avait des consignes de la part de Philippe de le laisser entrer à sa guise. Au bout de quelques minutes,
Kazé était devant la porte du laboratoire de son ami et entra sans même frapper. De toute façon, la plupart du temps, Philippe était tellement absorbé dans son travail qu'il ne se rendait pas compte du moindre coup sur la porte. Kazé entra donc dans l'antre aux 1000 couleurs de Philippe. Ce dernier, comme à son habitude, était concentré sur ses formules, ses tubes à essai et l'écran de son ordinateur. Il s'était toujours demandé quel secret pouvait bien refermer tant de mystères et d'importance pour évincer ses collègues de cette manière. Mais Kazé s'en moquait. Après tout, il n'était pas scientifique pour un sou. Et c'était sûrement pour cette même raison d'ailleurs que Philippe ne voyait pas d'objection à ce qu'il soit le seul à entrer ici, dans ce capharnaüm de machines en tout genre, au nom imprononçable. Tout en s'avançant, il remarqua sur l'une des tables un objet assez inhabituel au vu de la personnalité de Philippe, pour qui l'alcool n'était qu'un mal à éliminer, selon ses propres mots. Pourtant, c'était bien ce qui ressemblait à une bouteille qui était sur la table. Ou plutôt, s'il se rappelait bien ses cours d'histoire, les seuls sur lesquels il ne s'endormait pas lors de son enfance, c'était une petite amphore, d'origine grecque, ou assimilée. Philippe aurait-il dégoté un cru unique qui lui serait réservé? Il se souvenait qu'il lui avait fait un cadeau similaire il y avait de ça quelques années, à une époque où il n'était pas encore devenu cet ermite de la science. Une bouteille datant de la Révolution française. Mais le contenu était de la vraie piquette made in année 2000, totalement imbuvable. C'était la manière de blaguer de Philippe. Sans se préoccuper plus des détails ayant amené Philippe à avoir cette mini-amphore ici, et persuadé que Philippe avait voulu lui faire un coup à l'identique, Kazé s'approcha. Aucune odeur. Pas même un semblant de renfermer au vu de l'âge de l'objet. Il s'attendait à un goût au moins aussi horrible que la dernière blague du même type dont il avait fait l'objet, mais Kazé était bon prince, et il était prêt à accepter cette forme d'humour douteuse de la part de Philippe. Alors, il posa ses lèvres sur le bord de la petite amphore et fit basculer lentement celle-ci, afin de faire glisser son contenu vers son gosier. Et à peine avait-il le liquide en bouche qu'il crut avoir avalé un corps en décomposition, tellement le goût était infect, pire que la dernière fois. Kazé ne put s'empêcher de recracher une partie de ce qu'il pensait être un vin immonde, mais une infime partie seulement. Le reste s'était bien installé à l'intérieur de sa gorge. L'action de Kazé fit se retourner Philippe qui, comme pris de panique, arracha l'amphore, encore dans les mains de Kazé, en demandant s'il en avait avalé. C'était la première fois qu'il voyait Philippe aussi énervé. Il le reconnaissait à peine. Il avait le sentiment que s'il lui avouait qu'il en avait bu une infime partie, il risquait de voir un visage encore jamais vu chez son ami. Et il devait s'avouer que ça l'inquiétait, sans qu'il sache se l'expliquer. Alors, il lui mentit. Il lui dit que c'était l'odeur dégagée par l'amphore qui l'avait fait presque gerber. Il savait pertinemment que l'amphore ne dégageait aucune odeur, tout comme il était persuadé que Philippe le savait parfaitement. Cependant, à cette déclaration, ce dernier sembla rassuré, et il s'empressa de mettre l'amphore dans un petit coffre à combinaison placé dans un recoin du labo. Depuis quand il avait ce coffre? Il n'était pas là la dernière fois qu'il était venu. Du coup, le contenu de l'amphore l'intriguait encore plus. Il ne savait pas ce qu'était exactement ce liquide, mais ça semblait être le cœur des recherches de Philippe, au vu de ses réactions. Ce dernier s'excusa auprès de Kazé de s'être soudain agacé, et presque aussitôt, il s'excusa aussi de ne pas avoir de temps à lui consacrer ce soir. Mais il était sur le point de faire une découverte capitale, et il ne voulait surtout pas être dérangé pendant ce temps. Néanmoins, avec le sourire qui le caractérisait, il lui dit que ce n'était que partie remise, et qu'il lui promettait de faire la sortie des bars d'ici quelques jours, une fois que ses recherches auraient abouti. Kazé s'excusa lui aussi. Il n'aurait pas dû toucher cet amphore sans lui demander. Et tout en partant, il lui donna rendez-vous pour la semaine prochaine. À peine dit cela, que Philippe replongea sur l'écran de son ordinateur. Kazé repartit donc comme il était venu, laissant son ami dans ses formules, et retourna en direction de son appartement, pour une soirée en solitaire. Pas qu'il n'aimait pas Halloween, mais seul, ça n'était pas vraiment marrant, et encore plus quand on n'avait pas de costume. Alors il traversa la pénombre naissante qui envahissait les rues de la ville pour revenir chez lui. Sur le chemin, il croisa nombre de gamins costumés, les mains déjà pleines de bonbons, et leurs parents qui peinaient à les suivre. Plus loin, il passa près du petit parc, où il vit une vieille femme à moitié exténuée, quelques centaines de mètres plus loin. Il avait envie de lui demander si elle se sentait bien, mais au même moment,
il entendit une bande d'abrutis, visiblement bourrés, qui se dirigeaient dans la même direction. Comme il n'était pas de nature courageuse, et encore moins envie de se bagarrer, il préféra s'éclipser plus loin, en prenant soin de ne pas être vu, et continua son chemin. Il espérait juste que ces imbéciles n'allaient pas prendre pour cible cette pauvre vieille sans défense. Oubliant d'un coup la vieille et les alcooliques au fur et à mesure, il parvint enfin chez lui. À peine rentré, il se sentait bizarre, pris de nausées, suant comme jamais. Il fut pris de vertige, et eut tout juste le temps de rejoindre sa chambre pour s'allonger. Là, il lui semblait que toute la pièce autour de lui tournait dans tous les sens, comme pris dans un tourbillon sans fin. Pris de douleur lui donnant l'impression d'avoir un marteau-piqueur dans la tête, il bougeait sans cesse, se tenant le ventre qui semblait s'être transformé en volcan. Ses yeux lui donnaient l'impression de vouloir sortir de leur orbite. Une sensation qui lui sembla durer des heures, avant de finalement s'évanouir, envahi de transpiration, ses yeux étant devenus d'un rouge vif, et ses gencives saignaient d'une manière irréelle, déversant du sang en abondance sur les draps du lit et au sol. Lui-même semblait être passé de vie à trépas. Il resta ainsi inerte près d'une heure, avant de soudain se relever sur son lit, les yeux dans le vague, comme étant soudain en transe. Il se mit alors debout, comme mu par un instinct qui semblait le contrôler, et se dirigea vers la porte de son appartement. À peine sorti, toujours dans cet état de transe, il descendit les escaliers le séparant de la porte d'entrée de l'immeuble où il vivait. Sur son chemin, le propriétaire l'aborda, lui réclamant le loyer en retard qu'il lui devait. Mais Casey ne semblait pas réagir à ses paroles. On aurait dit un zombie tout droit sorti d'un film de Romero. Quand soudain, il sembla se rendre compte de la présence de son interlocuteur, le regardant fixement, comme un gosse face à un gâteau au chocolat le jour de son anniversaire. Et d'un coup, il se rua sur l'homme, lui tenant les bras, pendant qu'il le mordit à la gorge, lui arrachant un énorme morceau de chair, faisant gicler un torrent de sang sur les marches de l'escalier et les habits de Casey. L'homme hurla de douleur, se tenant la gorge, regardant Casey comme s'il était un monstre sorti tout droit de l'enfer. Devenu livide, tenant sa blessure, il tenta de reculer pour échapper au fou furieux qui était devant lui. Mais il n'eut pas le temps de s'enfuir. Dégringolant les escaliers jusqu'en bas, il voulut se relever, mais Casey était déjà sur lui, avec un regard de dément, et il replongea ses dents sur l'autre côté de sa gorge, arrachant un autre morceau de chair. Il recommença à plusieurs reprises, avant de se mettre à boire le sang coulant des ouvertures du malheureux devenu inconscient. Il était pareil à un fauve de la savane buvant un point d'eau. Mais ici, l'eau était remplacée par des rivières de sang. Plusieurs minutes passèrent, Casey ne remontant la tête que pour mieux digérer le sang absorbé, avant de reprendre son repas sanguinaire. Puis, semblant repu, il sortit de l'immeuble, laissant le corps de l'homme gisant dans son propre sang, les deux côtés de la gorge arrachés, telle une proie laissée au vautour. Casey était maculé de sang sur tout le corps. Ses yeux étaient devenus aussi rouges que le sang absorbé, sa démarche donnant l'impression qu'il se dirigeait au hasard, sans trop savoir où il allait. S'il avait déambulé ainsi n'importe quel jour de l'année, il aurait sûrement affolé nombre de passants, qui auraient immédiatement averti les autorités. Mais on était le soir d'Halloween, le seul soir où ce genre de créature passe inaperçu. Alors il continua son chemin, comme mu par un instinct qu'il ne semblait pas comprendre, car il n'était déjà plus lui-même. Plus loin, il croisa un groupe d'enfants, le félicitant pour son maquillage. Il leur sourit, sans trop savoir pourquoi. Puis deux jeunes filles déguisées, l'une en sorcière, l'autre en Elvira, lui demandèrent si elles pouvaient faire un selfie avec lui. Il hocha la tête, presque instinctivement. Alors, la fille au costume d'Elvira posa sa joue à côté de la sienne, mettant l'écran de son téléphone portable loin devant eux, afin de prendre une photo. Mais avant qu'elle puisse appuyer sur le bouton déclencheur, Casey, comme il l'avait fait auparavant avec son propriétaire, mordit sauvagement la fille, arrachant une grande partie de son épaule à travers son costume. Sous l'effet de surprise, elle tomba au sol, se tenant l'endroit de la blessure. L'autre fille tenta de s'interposer, mais en voyant les yeux de Casey et sa bouche tenant encore la chair de l'épaule de son ami, elle s'enfuit en courant, laissant son ami aux prises avec ce monstre qu'était devenu Casey. Celui-ci s'agenouilla tranquillement auprès de la jeune fille, qui tentait de reculer en s'aidant de ses jambes, la douleur l'empêchant de se relever. Mais il ne put aller très loin. Casey se jeta sur elle,
prenant d'assaut sa gorge, arrachant à nouveau sa chair et se nourrissant du sang ainsi mis à découvert. La fille hurlait, demandant des passants d'au loin de l'aider. Mais ceux-ci, pensant qu'il s'agissait d'une animation de rue, se contentèrent de monter leurs pouces vers le haut, comme pour signifier qu'ils appréciaient le spectacle, avant de continuer leur chemin. Il ne fallut que quelques minutes pour que la jeune fille succombe à ses blessures, pendant que Kazé continuait à s'abreuver de son sang, se déversant le long du trottoir, jusqu'à arriver au caniveau proche. Puis, comme avec sa précédente victime, il se releva et continua au hasard des rues, laissant le corps inerte de la jeune fille au sol. Combien de victimes fit-il ce soir-là? Difficile de le savoir. À chaque fois, c'était le même scénario. Seules ses victimes différaient. Hommes, femmes, enfants, seuls ou accompagnés. Les rues se pavèrent bientôt de rouge, laissant une trace de passage unique. C'est d'ailleurs grâce à cette ribambelle de victimes laissées sur le sol qu'une autre personne retrouva Kazé. Cette personne, c'était Philippe. Il savait ce que Kazé était devenu. Il avait des doutes quand son ami lui avait dit qu'il n'avait rien bu du contenu de l'amphore. Un doute qui le poussa à aller le voir chez lui pour juger de son état. C'est là qu'il avait trouvé le corps sans vie de son propriétaire, la gorge arrachée. C'est là qu'il savait qu'il devait absolument retrouver Kazé avant que la ville soit parsemée de victimes innocentes face à sa soif de sang incontrôlée. Finalement, suivant les corps laissés sur sa route, il avait fini par le retrouver, aux abords d'un terrain vague, faiblement éclairé. Il l'appela par son prénom, mais il ignorait s'il avait vraiment compris, ou s'il ne s'était retourné que par le son de l'appel. Philippe tenta de réveiller l'ami qui dormait dans la créature en face de lui, lui rappelant certains souvenirs, mais en vain. Kazé n'était mu que par l'instinct de se nourrir d'encore plus de sang. Philippe s'en voulait tellement de voir son ami être devenu ce monstre sanguinaire. C'était sa faute. S'il n'avait pas trouvé ses temps forts lors d'un de ses congés dans les ruines d'un temple oublié sur une île grecque snobée par les touristes. S'il n'avait pas découvert que son contenu était du sang particulier, du sang de vampire. À la suite d'expériences sur des rats de laboratoire, transformés comme Kazé après l'avoir inoculé dans leur corps, il en était arrivé à cette conclusion. C'est à partir de là qu'il avait voulu cacher ses recherches auprès de ses collègues. Il avait bien trop peur de ce que pourraient faire certains en mettant au jour cette découverte. Lui, au contraire, il tentait de trouver un remède, et il pensait en être proche. Puis Kazé est arrivé au labo, et il a bu de ce sang de vampire, le transformant à son tour. N'étant pas encore parvenu à un résultat, il ne lui restait qu'une solution, la mort dans l'âme, pour sauver ce que son ami était devenu, et surtout empêcher que le massacre continue, ou pire encore, qu'il parvienne à contaminer certaines victimes ayant parvenu à survivre. En suivant ses traces, il avait vu l'une d'entre elles, agonisant et vivante, montrer les mêmes signes de transformation. Il avait dû l'achever, et maintenant, il devait s'occuper de Kazé. C'est la raison pour laquelle il avait pris le katana que Kazé arborait fièrement au mur de son appartement. Il savait que c'était la seule solution pour l'arrêter. Il ignorait les effets du sang à long terme. Il semblait évident qu'une fois transformé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors il prit en main le sabre japonais qu'il avait emmené jusqu'ici et se dirigeait vers Kazé, tentant à nouveau de réveiller ses souvenirs, sans plus de succès. Soudain, Kazé se mit à le fixer, tel un tigre prêt à bondir sur sa proie. Pour Philippe, le moment était venu de dire adieu à son ami. Des larmes coulaient le long de ses joues, et quand Kazé se décida à foncer vers lui, il n'hésita pas une seconde et dirigea la lame mortelle vers le cou de son ancien ami, tranchant net sa tête, qui s'envola sous le coup de l'impact, avant de rouler au sol, et s'arrêta au pied de la palissade du terrain vague. Le reste du corps de Kazé s'écroula net au sol, déversant une quantité de sang qui semblait ne plus s'arrêter. Philippe fixa le corps quelques secondes, avant de se diriger vers la tête tranchée. Remarquant qu'elle avait toujours les yeux ouverts, il apposa ses doigts sur les paupières et les ferma doucement, avant que la raideur cadavérique fasse son œuvre. Mais n'était-il pas déjà un cadavre en y repensant bien? Il n'avait de toute façon plus rien d'humain. Philippe se releva, en donnant un dernier regard derrière lui, et se dirigea vers son labo, où il avait la ferme intention de détruire le sang. À cause de lui, il avait transformé son meilleur ami en vampire assoiffé de sang. À cause de lui, des innocents étaient morts ce soir,
tant d'atroces souffrances. Cela suffisait. Il ignorait comment ces temps forts étaient parvenus jusqu'à ce temple perdu, et surtout pourquoi il avait été conservé ainsi. Mais il aurait préféré ne jamais le découvrir. La seule chose qu'il était sûr maintenant, c'était que les vampires existaient bel et bien, et qu'ils étaient réellement des créatures de cauchemar, bien loin de l'imagerie romantique à la Twilight. Et s'il existait un remède à ce mal, ce ne serait pas lui qui le découvrirait. Ce secret était bien trop dangereux. Alors, Philippe s'avança dans les ténèbres de la nuit d'Halloween, afin d'expier ses fautes, en espérant qu'il n'existait pas d'autres reliques comme celle-ci. Si c'était le cas, il préférait ne pas savoir ce qu'il adviendrait de l'humanité si quelqu'un les découvrait.